J'ai rencontré Patrick Jardin il y a 3 ans pour la première fois. Nous avions fait un entretien qui avait beaucoup fait parler de lui et nous avons décidé de nous retrouver pour la sortie de son livre que nous étions beaucoup à attendre. Pas devant les caméras. Ça sera le sujet de cette émission. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Jardin. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être venu. Je suis content de vous retrouver. Avec plaisir. Alors ma première question ne concerne pas encore le livre. Comment ça va? Je vais vous demander depuis le temps. Ça, à chaque jour suffit sa peine, je dirais. Bon, ça n'ira jamais plus bien. Oui. Bon, alors tous les jours, c'est un chemin de croix, mais bon, c'est comme ça. C'est ma vie actuellement. De toute façon, j'ai pas le choix. Où j'y mets fin, et ça, c'est hors de question parce qu'il me reste un fils et deux magnifiques petites filles. Ou alors, je continue et puis je prends mon bâton de pèlerin comme je le fais pour essayer de lutter contre l'islamisme et contre tous les politiques qui ont permis que ça puisse arriver dans notre pays afin que plus jamais ça puisse se reproduire. Alors, beaucoup de spectateurs, sans doute, vous connaissent déjà parmi ceux qui me suivent, mais je le rappelle, donc, vous avez perdu votre fille au Bataclan. C'est une façon presque trop jolie de le dire. Votre fille a été assassinée par les terroristes du Bataclan ce jour-là. Et vous avez été un des seuls, sinon le seul, à ne pas l'accepter, je dirais, calmement. Et afficher votre colère, votre haine même, on peut employer le mot. Fait, oui. Il revient souvent dans le livre. Et là, vous revenez avec un livre. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? La seule chose, si vous voulez, qui me restait à faire pour dire de pouvoir parler de tout ce que j'ai pu vivre à la fois pendant les jours qui ont suivi l'attentat et puis tout ce que j'ai découvert par la suite sur les causes de cet attentat et surtout sur les moyens qu'on n'a pas employés pour l'éviter. Je voulais que les gens puissent le savoir. Moi, dans mon entourage, à chaque fois j'en parlais, les gens me disaient « mais c'est pas possible, mais tu divagues, c'est pas vrai, il s'est pas passé ça. » Si, il s'est passé ça. Et le seul fait de l'avoir écrit, comme je peux pas le dire puisque je suis régulièrement viré des médias, eh bien, je le dis dans le livre. Bon, ça n'a pas été une partie de plaisir non plus, parce que ça a été compliqué de trouver un éditeur. Oui. J'ai réussi à en trouver un qui a eu le courage de publier ce livre, et j'en profite ici pour le remercier. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir pour trouver un éditeur. Parce que les autres voulaient peut-être couper certains passages, non? Vous dicter une conduite? Même pas. Je vais vous dire, par exemple, j'étais chez Ring, qui est l'éditeur de Laurent Oberton, qui, a priori, moi j'ai lu ses livres, je trouve qu'il n'y va pas de la main par le dos de la cuillère. Ouais. Et même chez Ring, ils n'ont pas voulu de moi. D'accord. Donc c'est tout. Jugé trop sensible peut-être. Peut-être, je sais pas. Ou peut-être avait-il peur des représailles par la suite. C'est vrai. On ne sait pas. Alors, la toute première fois que je vous ai rencontré, vous aviez déjà l'idée de ce livre, mais il a quand même mis du temps à sortir. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un temps de production, vous avez réfléchi, il y a des choses qui sont ajoutées, parce que il y a plein de choses dans ce livre. Il y a à la fois le témoignage sur votre fille, il y a comme un peu l'enquête que vous avez menée. Voilà. Il y a tout un tas de choses. L'enquête, pour la mener, déjà, c'est pas facile, parce que vous pensez bien que même en sonnant aux portes, on vous les ouvre pas. Donc il faut vraiment, par des biais plus ou moins détournés, accéder aux bonnes personnes,
les bonnes personnes qui veulent bien vous dire ce qui s'est réellement passé. Oui. Après, bon, je ne suis pas un grand écrivain. J'étais pas très bon français en allant à l'école. Donc, c'est vraiment un boulot auquel je me suis astreint, qui était pas facile pour moi. Et puis après, ça a été pratiquement un an pour trouver un éditeur, quoi. Ah oui. Oui, oui. D'accord. Alors, bon, on va rentrer dans le détail du livre. Ce qu'on peut dire déjà, et je vous en félicite, c'est que le livre est un succès. Alors, c'est pas tellement le succès commercial qui nous intéresse ici, c'est de voir que ce sujet, quand même, intéresse les gens, vraiment. Oui, alors quand vous parlez de sujet commercial, il faut quand même que vous sachiez que j'ai la chance de ne pas attendre après les revenus de ce livre pour survivre, et que je ferai don de toutes les sommes qui me reviennent à des associations, bien évidemment, sur lesquelles je serai certain qu'aucun islamiste touchera le moindre centime. D'accord. Le mot commercial était mal choisi. Ce que je veux dire, c'est que très vite, il a rencontré son succès, alors même que vous êtes très censuré. On sait qu'on en rit ensemble, mais vous avez 30 comptes qui ont sauté. Je peux pas faire de campagne promo. Hein. Je suis pas invité ni chez Antenne 2, ni chez TF1, ni chez Canal+, ni sur CNews. Oui. Donc, moi, le livre, la seule promo que je peux faire, c'est soit sur Facebook, soit sur Twitter, quand il me supprime pas mon compte, puisque je suis quand même à mon 31e compte. Donc, oui, je peux faire aucune promo. Oui. Est-ce que vous avez eu des ennuis judiciaires pour des propos que vous avez pu tenir en conférence ou autre, et peut-être pour ce livre, est-ce que vous craignez d'en avoir ? J'ai pas eu d'ennuis judiciaires. Bon, suite à mon interception de Monsieur Valls 2 jours après l'attentat, j'ai subi évidemment un contrôle fiscal. Mais étant résident belge, ça a été vite réglé. Après, non, j'ai pas reçu Par contre, j'ai reçu des menaces, effectivement, de journaux algériens et de journaux marocains, oui. Ah oui ? Oui, oui. Que disait-il, en somme, ces menaces ? Qu'ils allaient demander à l'État de français de me punir, et qu'il fallait, il était donné l'occasion à certains de leurs lecteurs, s'ils pouvaient me supprimer, c'était bien aussi, quoi. Ouais. Bon, mais bon. En classique, on s'y attend, quoi. Oui, on s'y attend, et puis je vais vous dire, moi, ils pourront pas me faire plus de mal que ce qu'ils m'ont déjà fait. Bien sûr, ouais. Bon, s'ils me suppriment, ils me suppriment, si vous voulez. Bon, c'est pas à moi que ça fera mal, c'est à mes enfants, enfin à mon fils, puisque je n'ai plus qu'un fils. Mais pour le reste... Moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant votre livre, qui m'a beaucoup ému, je dois vous le dire, parce que, bon, évidemment, quand vous évoquez votre fille, mais même dans la conviction que vous avez, parce qu'on sent que vous n'avez plus rien à perdre. Non. Et la façon que vous allez dire les choses directement... tranche avec ce qu'on peut voir, même dans des médias de droite qui sont, on va dire, un petit peu mollassons sur certaines questions. Et vous y allez à fond, quoi. Moi, d'une part, j'ai rien à cacher. Oui. J'ai pas grand-chose à perdre. Je vous dis, le plus gros mal, ils me l'ont déjà fait. Ils peuvent mettre une fatwa sur moi. Franchement, ça m'est complètement égal. Et puis, je vais vous dire une chose. J'ai eu l'occasion de rencontrer... une grande dame qui s'appelle Zineb El Razoui, qui, elle, est obligée de se balader avec 3 ou 4 gardes du corps, ainsi que sa petite fille quand elle va à l'école. Oui. Et j'estime que, face au courage de cette femme, je ne peux pas avoir peur. Il faut que je montre au moins autant de courage qu'elle. Elle est protégée 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Ouais. Oui, parce qu'elle a tenu des propos contre l'islam. Cette femme, déjà, elle a eu une chance extraordinaire, c'est qu'elle a évité d'être tuée dans l'attentat du Charlie Hebdo, puisqu'elle n'était pas là ce jour-là. Et elle est sortie complètement de l'islam, et elle lutte contre l'islamisme. Alors évidemment, les islamistes ne voient pas ça d'un bon œil. Oui, donc la peur est un sentiment qui vous est étranger. Quand je vous ai rencontré en 2017, j'avais vraiment ressenti ça, et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Oui. J'ai l'impression que vous puissiez être atteint. Vous savez, si jamais ils veulent s'attaquer à moi, j'espère qu'ils me louperont pas. Oui. Parce que sinon, c'est eux qui risqueraient d'empathie. Ça, je peux vous le dire.
Alors, donc depuis l'attentat, presque 5 ans entiers ont passé et il y a eu d'autres luttes. Il y a eu notamment la lutte contre la représentation de Médine, ce rappeur qui tenait des propos islamistes dans pas mal de ses chansons, Oui. Qui devait se produire au Bataclan. On se demande pourquoi le Bataclan en particulier. Et vous avez participé finalement vous avez milité pour que ce ne soit pas le cas. Et là, faut dire que ça a été une victoire. Oui, en fait, c'est la première victoire contre l'islamisme en France. Bon, j'étais un peu le chef, enfin, oui, je pense même pouvoir dire le chef de file de cette lutte, parce que je ne pouvais pas admettre que cet odieux personnage se produise là où ma fille et 129 autres personnes ont perdu la vie. Pour moi, c'était souiller leur sang. Oui. Et c'était impensable. Alors, on avait réussi avec quelques amis à mobiliser des gens dans toute la France. Il y avait 158 cars qui étaient prévus pour descendre à Paris. Enfin, pour monter plutôt à Paris. 158 cars à 60 personnes par car, ça fait du monde. Calcul, ça fait beaucoup. Hein. Et en plus de ça, j'avais des amis dans la Légion qui, si jamais, malgré tout ça, le concert avait lieu, avait prévu d'autres actions qui auraient obligatoirement empêché le Bataclan de pouvoir produire cet affreux personnage. D'accord. Oui. Je me souviens même à l'époque, pour la petite histoire, on avait prévu avec Patrick de faire une vidéo en anglais pour mobiliser également les patriotes de tout pays, les gens opposés, même pas les patriotes seulement, à l'islamisation de l'Europe. Et finalement, moi j'ai vécu ce moment, c'était assez émouvant. Vous faisiez une conférence de presse avec Christine Tazin, Pierre Cassin, d'autres, dont je me souviens plus. Renaud Camus, Karim Ouchi. Exactement, voilà. Et en fait, on vous a appris que finalement, on avait gain de cause là-dessus. Alors, vous avez essayé de vous renseigner, qu'est-ce qui a fait... c'est la direction du Bataclan, contrairement à ce qu'affirme Médine, qui lui dit que c'est lui qui s'est retiré. Oui. Mais en fait, c'est la direction du Bataclan qui, à mon avis, a été alertée par les renseignements généraux et qui lui ont fortement conseillé d'annuler, quoi. Bon, alors... C'est une belle victoire, mais ça ne reste quand même qu'une demi-victoire, parce que ce type-là s'est produit après dans une autre salle où il y avait beaucoup plus de monde, et il a fait quand même salle comble. Ouais. Donc, et ça me choque, moi. Franchement, ça me choque. Est-ce que finalement, le public de Médine n'est pas simplement un autre public? Vous voyez ce que je veux dire par là? Ce ne sont pas des Français, en fait. Est-ce que ce sont des Français qui vont voir ces gens-là? Alors, c'est peut-être, mais ça choque quand même, parce que on se dit, mais il y a quand même tant de monde que ça qui vénère ce type-là. Alors que c'est une véritable cochonnerie, quoi. Il a des paroles abjectes. Bon, il y en a un autre, parce qu'en France, on peut pas attaquer ces gens-là. Il y en a un autre qui s'appelle Nick Conrad, qui a dit qu'il fallait rentrer dans les crèches pour tuer des bébés blancs. Mais moi, quand j'entends ça, je ne comprends même pas que le ministre de la Culture mette pas carrément les pieds dans le plat pour bloquer cette ordurerie, quoi. C'est une catastrophe. Oui, quoi. il joue sur un élément juridique. C'est la licence artistique. Dans le cadre d'une chanson, on peut dire ce qu'on veut. Oui, bien sûr, mais enfin, bon, si c'est ça, je vais me mettre à chanter, et alors là, ils vont voir la différence, je peux vous le dire. Moi, je trouve ça absolument abject. Alors, je me suis renseigné, parce que moi, je voulais déposer une plainte pour l'empêcher de se produire. Pour déposer une plainte, il faut que vous créiez une association, que cette association ait plus de 5 ans d'existence, et qu'elle démontre qu'elle ait intérêt à agir. Donc c'est quasiment impossible. Ouais, voilà. Et ils vous dissuadent en fait de le faire finalement à l'avance. Voilà. Alors aussi, il y a eu, ça on pouvait pas le savoir à l'avance, mais je crois que c'était l'année d'après, Sting s'est produit au Bataclan et a osé dire Inch'Allah d'une manière... Alors ça, franchement, ça m'a révolté, et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à vous. Ça m'a fait dire, on a fermé le Bataclan sous Allah Akbar, et on rouvre avec Inch'Allah. C'est scandaleux, c'est un manque de propos, un manque d'éducation, c'est un manque de respect pour toutes les victimes. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. A priori, on n'est pas beaucoup à le ressentir comme ça, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous voyez la société française, qu'il y a une petite prise de conscience des gens, ou au contraire, vous pensez que rien ne bouge? Depuis 1 an et demi, 2 ans, oui. Ah oui? Oui, il y a ça. Les gens commencent à en avoir marre, si vous voulez, parce que, il faut dire les choses comme elles sont, mais
c'est pratiquement tous les 2-3 jours où il y a quelqu'un qui se fait égorger, où il y a des forces de police qui se font traîner sur sur 700-800 mètres, où il y a des camions de la police qui prennent feu. Les gens commencent à en avoir marre quand même. Donc ça commence à bouger un petit peu. Mais ça a été long et puis bon, il bouge, mais enfin il bouge pas. Il parle, mais il bouge pas trop. Oui. Mais il va arriver à un moment donné où il y aura le mort de trop, hein, ça c'est sûr. Et on ira directement vers une guerre civile parce que les pouvoirs publics n'ont pas le courage de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et de gouvernement en gouvernement, ils se repassent la patate chaude en disant bah, c'est le prochain qui traitera le truc. Il faudra, à un moment donné, il faudra quand même avoir le courage d'envoyer des forces de police ou même militaires armés avec des objectifs de façon à remettre l'ordre dans le pays parce que ça devient impossible. Où il y a des quartiers, que ce soit dans toute la France d'ailleurs, il y a des quartiers où maintenant, après 9-10 heures du soir, on n'ose plus se promener, quoi. C'est inadmissible. Dans presque toutes les grandes villes, en fait. Ouais, c'est inadmissible. Ouais. C'est inadmissible. On est en France, on est un pays de liberté, on doit pouvoir aller où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Est-ce que vous avez un espoir politique quand vous regardez un peu ce qui se passe? Non. Non. Il n'y a personne qui se détache. Moi, je fais pas de politique. Bon, évidemment, j'ai mes idées comme tout le monde, mais je suis inscrit dans aucun parti. Je reconnais que, justement, dans la lutte contre l'islamisme, j'avais fait un courrier à tous les députés de France, tous les sénateurs de France, tous les ministres, tous les anciens présidents de la République, excepté Chirac, vu son état de santé, et tous les candidats à la présidence de la République. Je n'ai eu que des gens de droite qui m'ont répondu. Aucun membre de la gauche. Moi, je ne faisais pas ça pour... C'est intéressant de savoir, c'est un fait. Oui, non, mais ça, c'est un fait. Je ne faisais pas ça pour faire un combat politique. Je faisais ça pour empêcher quelque chose qui me paraissait inadmissible. Il y aurait eu des gens de gauche qui seraient venus lutter avec moi. Ils étaient les bienvenus. Aucun. Oui. Est-ce que vous avez été approché plus concrètement par le Front National? Je crois que vous en faites mention dans le livre. Oui, alors j'ai rencontré Marine Le Pen qui était venue à Lille faire un meeting pour les élections régionales. J'ai reçu un coup de fil d'une de ses assistantes me demandant si je voulais venir la rencontrer. Au début, j'ai décliné l'invitation parce que je voulais pas qu'on récupère la mort de ma fille pour un but politique quel qu'il soit. Bon, comme on m'a assuré que ce serait en privé, sans aucun journaliste, je m'y suis rendu. Et là, j'ai rencontré une femme, pas un politique. J'ai rencontré une femme avec sa sensibilité de maman qui pleurait avec moi et qui était touchée comme moi. D'accord. Voilà. J'ai rencontré après... Nicolas Dupont-Aignan, puisqu'il m'a donné un coup de main pour lutter contre Médine. J'ai rencontré évidemment Karim Ouchik, j'ai rencontré Jean-Frédéric Poisson, j'ai rencontré Renaud Camus, et puis ça s'arrête là. Hein. Oui, c'est vrai. On a vite fait le tour en fait, des gens qui disent non. Ouais. Ça s'arrête là. Hein. Moi, j'aurais aimé que un Emmanuel Macron vienne me dire, bah ouais, moi je vais lutter avec vous, par exemple. Hein, surtout qu'il est au pouvoir, donc ce serait utile. Surtout, ouais, enfin à l'époque il l'était pas, mais je veux dire, ça aurait été utile. Et en plus, je pouvais le rencontrer facilement puisque j'ai une résidence secondaire au Touquet et il est lui aussi au Touquet. Donc on pouvait tout à fait se rencontrer dans un lieu anodin. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la provoque de votre part, mais vous disiez si je devais croire en la politique, ce serait en partie que je fonderais moi, parce que je fais confiance à personne. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez finalement de la France? Vous feriez quoi? Vous voudriez... on parle beaucoup de remigration, par exemple, dans les camps nationaux. Vous pensez vraiment qu'il faut remigrer les musulmans, en fait? Absolument. Ouais.
Absolument. Vous savez, De Gaulle a dit une fois que à partir du moment où ça dépasserait 8%, ce serait dangereux. Oh là, ça fait longtemps qu'on est au-delà. Bon, on est bien, voilà. Et bien, c'est effectivement dangereux. Voilà, c'est clair, net, précis. Monsieur Macron fait rentrer 450 000 par an. C'est une hérésie. Voilà des gens qui sont, pour la plupart, analphabètes, qui fuient non pas un pays en guerre, mais qui fuient un pays où qu'ils ont dégradé complètement, parce que quand on a quitté l'Algérie et même le Maroc un petit peu avant, on leur a laissé des joyaux. Maintenant, c'est devenu, ils en ont fait un tas d'ordures. Bon, et maintenant ils sont en train de faire de la France un tas d'ordures aussi. Donc on n'a pas besoin de ces gens-là, quoi. On n'en a pas besoin. Et en plus, si encore ils venaient pour travailler, pour apporter leur pierre à l'édifice, en respectant nos us et coutumes, bon, on pourrait peut-être voir les choses d'une autre manière. Mais là, pas du tout. Ils viennent là pour nous remplacer et pour nous imposer leurs us et coutumes à eux. Moi, je regrette, je n'admets pas. Surtout que, bon, bien évidemment, vous avez été marqué par le Bataclan, par la force des choses, que votre fille a été victime. Mais depuis le Bataclan, il y en a eu des tas d'attentats, des tas d'autres, en France, en Allemagne, en Suède. D'ailleurs, vous faites un relevé sur une page qui est assez choquant du nombre d'attentats avant, après. En fait, ça n'arrête jamais, en réalité. Jamais, mais regardez cet été, on a eu un mois de juillet qui était calamiteux. Oui, c'est vrai. Calamiteux. Bien sûr, alors après, c'était des attentats qui n'avaient pas forcément la bannière de l'islam, mais qui étaient commis toujours par les mêmes. Excusez-moi, mais j'ai souvenir de ce père de famille qui a été égorgé devant son fils à Valence. C'est bien sous la bannière de l'islam. Hein. Ça, c'est vrai. Bon. Alors, moi, quand j'entends, par exemple, Monsieur Dupond-Moretti, que j'ai rencontré 2 fois, qui dit que la France n'est pas un coupe-gorge, il est mal placé pour en parler parce que il a commencé sa carrière à Lille. Et Lille, il y a Tourcoing qui est à 5 km. Moi, j'ai travaillé 13 ans à Tourcoing. Je peux vous dire que j'ai travaillé entre 81 et 93 à Tourcoing. C'est un vrai coupe-gorge. Bah oui. J'étais obligé de faire le coup de poing tous les jours. J'étais devenu inassurable parce que cambriolé toutes les semaines. C'était épouvantable. Oui, ça, c'est des choses qu'on parle jamais, mais dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles, et la France en est remplie, vous pouvez pas ouvrir un commerce, on vous le déglingue tout le temps. C'est impossible. On parle toujours des bagnoles brûlées comme une banalité, mais dans des pays où vous n'avez pas de diversité, vous n'avez pas ce genre d'inconvénients. Et pareil, les assurances, au bout de 3 fois, ne vous remboursent plus. Les flics, ils rigolent. J'ai assisté à ça dans un commissariat, je venais pour autre chose, et je vois une vieille dame qui s'approche comme ça, qui dit on m'a brûlé ma voiture. Et le flic a dit mais madame, ça arrive 15 fois par nuit, qu'est-ce qu'on fasse? Voilà. Vous voulez poser une main courante? Moi, lorsque je travaillais à Tourcoing, je tenais une concession automobile. Et bien, lorsque je fermais pour des raisons de vacances, j'emmenais toutes les roues des voitures dans mon garage de mon habitation personnelle pour éviter qu'on me les prenne, les voitures. Vous vous rendez compte, il y avait 70 voitures qui étaient là. Vous vous rendez compte du boulot que ça représente. C'est incroyable, quoi. Ouais. Dupond-Moretti, on a l'impression qu'il ne vit pas dans le même pays que nous, hein. Dupond-Moretti, il vit bien évidemment dans le même pays que nous, mais vu les fonctions qu'il vient de prendre, il va jamais parler de la même chose que nous. Vous savez, moi, la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'une émission de Thierry Ardisson. Je craignais le pire parce que j'ai pas les mêmes idées que lui. Et en fait, il était très d'accord avec moi. Ah oui. Absolument. Il a dit, mais monsieur, je comprends qu'il ait la haine, il a tout à fait le droit d'avoir la haine, il m'a juste dit ce qu'il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame, point barre. Mais aujourd'hui, il ne tiendrait sûrement pas le même langage. Oui, le pouvoir... il a une autre casquette, donc il parlerait pas de la même façon. Alors, pour revenir à votre livre, il porte un titre un peu énigmatique, Pas devant la caméra. Alors, vous l'avez peut-être déjà dit, mais est-ce que vous pouvez expliquer aux spectateurs vous avez isolé cette phrase? C'est très simple, si vous voulez. En fait, c'est la première phrase du début de mon combat, puisque j'ai intercepté Valls, Cazeneuve et Le Drian à la gare du Nord, puisque moi, je m'y rendais pour accueillir mon frère qui veut me donner un coup de main pour trouver où se trouvait ma fille. Et c'est le dimanche 15, 2 jours après le Bataclan. Absolument. Et il était 12h30 à peu près. Et je vois un attroupement. Et qu'est-ce que je vois? Monsieur Valls, Monsieur Cazeneuve et Monsieur Le Drian, entourés par une nuée de journalistes et bien évidemment par un cordon de sécurité.
J'ai fait ni une ni deux, j'ai traversé le cordon de sécurité. Je me suis retrouvé nez à nez avec Valls. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et la seule chose qu'il a trouvé à me répondre, c'est monsieur, oui, mais pas devant les caméras. Et ça, je l'ai jamais oublié. Ouais, ça me fout la haine. Alors que, si vous voulez, moi, j'ai pas fait venir les caméras. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, les caméras, c'est pas moi qui les avais fait venir. C'est vous qui les avez fait venir pour vous filmer en train de faire la tournée des popotes pour voir si les militaires étaient bien en place et tout ça. Donc moi, je les ai pas convoqués, les caméras. Ce coup de sang que vous avez eu n'a pas été complètement vain parce que ensuite Valls vous a mis en contact avec son conseiller qui vous a tout de même permis de voir le corps de votre fille un peu plus tôt que prévu. Voilà. Vous avez gagné un peu de temps. En fait, c'est pas le conseiller de Monsieur Valls qui a retrouvé le corps de ma fille, puisque on m'en a averti lorsque j'étais à la cellule de crise à l'école militaire. Et il m'a appelé une demi-heure après en me disant voilà, je pense que votre fille est décédée. Je dis bah oui, je vous remercie, je le sais. Je dis mais maintenant je veux voir le corps de ma fille. Et il me dit c'est pas possible, l'institut médico-légal est fermé, tout ça. Et là, je dois dire qu'il est intervenu pour que je puisse voir le corps de ma fille ce jour-là. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que, en fait, donc pendant 48 heures, c'est l'horreur, vous appelez tous les hôpitaux pour savoir si votre fille n'est pas là. Et en fait, par élimination, comme elle n'est pas dans les blessés, un médecin vous dit elle est très probablement morte à 99%. Là, ça a dû être un coup de poing à l'estomac. Mais tant que vous n'avez pas vu le corps, bien sûr, il y a toujours un petit espoir qui reste. Oui, et puis là, je leur en veux, si vous voulez, parce que ma fille avait des tatouages, donc elle était facilement identifiable. J'estime que dans un cas comme ça, je parle pour les gens qui étaient identifiables, puisque malheureusement, il y a des visages qui étaient dans un tel état que c'était non identifiable. Mais moi, ma fille était identifiable tout à fait, et je pense que dans ces cas-là, il devrait prendre des photos par un officier de police judiciaire, et puis d'afficher les photos des victimes pour que chacun puisse remettre un nom sur son proche, si vous voulez. Alors là, je leur en ai voulu, et alors on rentre dans une pièce qui est assez sombre, et tout à fait au fond de la pièce, il y a une autre pièce qui est séparée par un verre, quoi. Et on vous amène le corps de votre fille derrière ce verre. Et vous devez reconnaître comme ça le corps de votre fille. Et après, on vous rend le corps de votre fille après autopsie, à laquelle vous pouvez pas vous soustraire, c'est obligatoire. Et on vous rend dans un cercueil plombé, de sorte que vous pouvez même pas lui faire un dernier bisou. Mais ça, c'est un statut particulier parce qu'elle a été abattue de cette manière ou... Alors, je pense que en ce qui concerne l'autopsie, oui. Oui, non, mais le fait que vous n'ayez pas pu toucher le corps, même, ça me choque. Oui, moi aussi, j'étais choqué. J'ai même pas pu lui faire un dernier bisou. Quelle explication donne-t-il pour cela? Alors moi, j'avais demandé à l'entreprise de pompes funèbres qui me décrive un peu la nature de ses blessures, enfin des impacts de balles et autres. En fait, pendant qu'ils faisaient sa toilette funéraire, si vous voulez, eh ben, ça m'a été refusé. La toilette funéraire a été exécutée par l'Institut médico-légal. Comme elle était recouverte d'un linceul jusque-là, et que j'ai eu par la suite, par l'intermédiaire des juges d'instruction, les photos de ma fille décédée, j'ai un doute quant à la nature de sa mort, parce que sur les photos que j'ai récupérées du juge d'instruction, il y a une énorme trace ici à la base du pouls. De sorte qu'à mon avis, je ne saurais jamais comment ma fille est réellement décédée. C'est-à-dire que, alors attendez, on va rentrer un peu dans le détail, c'est que donc il y a le drap, et là, à la fin du drap, vous avez vu comme une marque, c'est ça? Non, j'ai rien vu là. D'accord. Là, on voyait rien du tout. Okay. Mais par contre, quand j'ai récupéré les photos qui m'ont été fournies par le juge d'instruction, effectivement, on voit une trace à la base du pouls. Incroyable. En fait, il vous auraient empêché de voir le corps parce que vous auriez pu voir des traces. Si vous voulez, tout est possible, parce que si nous avait laissé réellement voir le corps, il n'y aurait pas de mystère, bien sûr. Je comprends. Donc là, pour moi, il y a un doute. Bien sûr. Vous savez, quand je suis allé au procès du logeur, là, Jawad Ben Daoud, en première instance, est venu témoigner à papa à la barre. Ce monsieur pleurait. Et il disait que quand il avait été reconnaître le corps de son fils, il n'y avait plus de Dieu dans les cavités.
Il était mort au Bataclan? Il est mort au Bataclan. Ce qui fait que je suis certain, parce que ce monsieur ne faisait pas du cinéma, ce que j'allais vous demander, que toutes les victimes ne sont pas mortes par balle. Parce qu'il y avait eu des rumeurs sur des tortures, parce que ça a duré 3 heures, il faut bien s'en rendre compte, et on a le temps de faire des choses en 3 heures. Bien. Mais on ne savait pas franchement si ces rumeurs n'étaient pas des hoax sur Internet. Et bon, mais quand on recoupe les témoignages, il y a vraiment Moi, ce monsieur, je suis sûr qu'il disait la vérité, parce qu'il est arrivé à la barre, il pleurait, on voyait qu'il était sincère. Incroyable. Donc ce monsieur, je suis sûr et certain qu'il disait la vérité. Oui, bien sûr. Bon, après, est-ce qu'il y en a eu d'autres, j'en sais rien, mais le fait de nous cacher beaucoup de choses fait que, si vous voulez, on a le doute. Je comprends. Là, en ce moment, au moment où on fait cet entretien, il y a le procès posthume des frères Kouachi. Et en suivant un peu ça de loin à travers la presse, j'ai été étonné de voir qu'en fait, il y a des images. Alors, c'est des images, pas de la tuerie en elle-même, mais on voit Charlie Hebdo avant, après. Et en fait, ces images, on ne les montre pas publiquement. On ne les montre pas aux gens. Et moi, je suis persuadé que c'est pour que les gens n'atteignent pas ce taux de colère qui leur ferait changer les choses. Parce que je suppose que vous êtes dit la même chose que moi. Vous n'allez pas me dire que le Bataclan, c'était pas filmé. Moi, je suis persuadé qu'il y a des caméras de surveillance, une des plus grandes salles de France. Si vous voulez, enfin, il y a même des victimes qui ont dû filmer des choses. Ouais. Mais avant de rendre les portables aux familles, tous les portables ont été visionnés par les services judiciaires. Donc, ils ont enlevé ce qu'ils voulaient bien enlever. Ouais. De toute façon, c'est une chose est certaine, c'est qu'on ne nous dit pas tout. Moi, je peux vous dire que, par exemple, dans l'histoire de Charlie Hebdo, les principaux accusés sont pas dans le box. Oui. Il y a des gens qui devraient être dans le box, qui font partie des hautes instances de l'État français. Oui, ça on va en parler un peu plus tard, mais c'est un moment vraiment choquant dans le livre, vers la fin, où vous dites que vous avez rencontré quelqu'un des services qui vous a dit ces choses-là. On va y revenir. J'ai une question qui est peut-être un peu douloureuse, vous me dites si je vais trop loin, mais je voudrais quand même que vous disiez aux gens, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu votre fille allongée comme ça? Un soulagement parce que vous vous en doutiez, ou une horreur? Enfin, comment? Je n'arrive pas à concevoir. La haine. Ouais. La haine en me disant, il faut que je la venge. Je peux pas laisser ça impuni. Ouais. Ça doit te paraître tellement irréel. Je peux pas. Je me suis toujours dit que si jamais un jour il y en avait un qui touchait à un seul cheveu de ma femme ou de mes enfants, j'interviendrai, quoi. Là, le problème, si vous voulez, c'est qu'il me reste un fils avec 2 petites filles magnifiques, et je suis pieds et poings liés, parce que je sais bien que si je venais à faire quelque chose, automatiquement, ils s'en prendraient à eux. Et je peux pas hypothéquer la vie de mon fils et de mes petites filles pour assouvir ma vengeance. Je comprends. Mais j'avoue que par moments, oui, j'y pense. Je suis pour la loi du talion. Je suis pour la peine de mort. Parce qu'Abdeslam, il va prendre perpète avec une peine de sûreté de 30 ans. Et dans 30 ans, il est dehors. Ouais. Et moi, ma fille sera toujours morte. Oui, Abdeslam qui a participé aux attentats, qui s'était caché, on se souvient, dans un quartier de Bruxelles. On entretient dans 2 cellules à Fleury-Mérogis, avec une salle de sport, avec une télé. Bon, ça va, quoi. Oui. Au passage, d'ailleurs, sur Abdeslam, il était resté dans un quartier plutôt arabo-musulman à Bruxelles pendant des mois, jusqu'à ce qu'il se fasse dénoncer. On voit aussi l'entre-soi, le communautarisme entre eux, c'est qu'ils ont mis des mois à le balancer. Bien sûr. Là, on voit vraiment qu'on a affaire à une contre-société, en fait. Ces gens-là s'entraident pour... Ils sont beaucoup plus solidaires entre eux que les Français ne le sont, ça c'est clair. Oui. Alors, pour revenir à votre fille, dans le livre, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'au moment de l'attaque, elle n'était pas dans la salle. Non, elle avait réglé ses projecteurs. Enfin, moi, c'est ce que m'a dit le tenancier du bar à côté. Et elle avait réglé ses projecteurs, elle était partie boire un verre au bar à côté, et quand elle a entendu les pétarades, la première chose qu'elle a fait, elle a dit « je peux pas laisser mes copains dans la merde, j'y vais ». Le tenancier du bar l'a empêché, a essayé de l'empêcher, il avait déjà entrepris de baisser son rideau de fer et autres, et elle l'a pas écouté, elle est partie. Vous ressentez de la fierté par rapport à ça, ou vous dites « mince, pourquoi elle n'a pas été sage ?» La fierté, c'est la fille de son père. Oui. J'aurais sûrement peut-être fait la même chose. Mais... Elle n'avait sans doute pas conscience aussi du degré d'armement. C'est dur,
pour moi qui reste là, c'est dur à admettre, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment un élément qu'on sait assez peu, c'est que finalement, elle n'était pas dedans et son instinct l'a poussée à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais est-ce que vous êtes pour le port d'armes citoyen? Oui. Ouais, moi aussi. Complètement. Parce que c'est Trump qui avait dit quelque chose d'assez juste, qui fait mal, hein, malgré tout, mais qui disait il n'y aurait pas eu de Bataclan. Aux États-Unis, un Bataclan, il y aurait eu 4 morts, et ce serait fini là. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Absolument. Mais ça, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Trump, qui, un peu comme moi, ne mâche pas ses mots. Oui. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. À côté de ça, nous, on avait Monsieur Valls qui passe son temps à désarmer les Français, alors que dans toutes les banlieues et tout circulent des kalachnikovs et tout ce qu'il faut, quoi. Hein. Mais nous, un simple citoyen, là, on sait nous désarmer. Hein. Moi, j'ai subi une fouille de ma maison entièrement. Ils m'ont piqué un pistolet à grenaille que j'aurais dû déclarer, paraît-il, parce que entre le moment où je l'ai acheté et le moment où ils l'ont pris, est passée une loi comme quoi on devait déclarer ces armes-là. Oui. Ça tue personne, hein. Peut-être un moineau et encore. Mais j'aurais dû le déclarer selon la loi. Je l'ai pas fait, mais ils me l'ont piqué. Ouais. Ouais, tout est dit. On a vraiment l'impression que les mouvements de violence ne sont réprimés que chez nous, que chez les Français. Absolument. Par exemple, il y a un moment qui, pour le coup, est plutôt amusant dans le livre, où vous dites qu'une nana qui vous suit sur Facebook a l'impression que vous allez vous suicider. Alors, elle en fait part à la police. La police vient vous chercher. Elle tente de vous mettre en garde à vue de force pour vous protéger de vous-même. Enfin, c'est n'importe quoi, cette histoire. Vous êtes cueillis comme ça, alors que on va dire, le mouvement de... On est 2-3 mois après l'attaque, vous n'avez pas prévu de vous tuer du tout, vous n'étiez pas dans cet état d'esprit. L'attaque a été le 13 novembre, ça devait être début décembre. Ah oui, d'accord. J'étais parti, en fait, mon fils, qui allait pas très bien, et on peut le comprendre, me dit, papa, on n'irait pas au salon nautique à Paris, porte de Versailles. J'étais pas trop motivé, mais bon, je vais aller avec lui parce que je vais pas le laisser tout seul. Je suis allé et à mon retour, je téléphone à ma compagne. Je dis, écoute, je t'appelle, mais je prends le train à, je sais plus, 9h30, 10h. Je dis, mais je pourrais peut-être plus te rappeler parce que j'ai plus de batterie sur mon portable. Et les flics qui étaient déjà chez elle, on dit surtout, vous lui dites rien, et ils sont venus me cueillir à la sortie du train, comme un pestiféré, comme un malfrat. Hein. C'est-à-dire, c'est un moment curieux, presque burlesque, parce que vous dites non, mais j'ai pas de problème, j'ai pas envie de me suicider. Je dis si. En plus, le flic me dit, mais si vous l'avez mis sur votre page Facebook, j'ai regardé, je dis, vous verrez bien que j'ai jamais mis ça. J'ai en plus de ça, si jamais vraiment je voulais le faire, le dernier endroit où je le mettrais, c'est pas sur Facebook. Hein. Donc sur une rumeur, ça peut arriver que des policiers viennent vous cueillir. Enfin, mais enfin bon, ça a été plus loin que ça parce que cette bonne femme qui a créé ce problème-là a été envoyée par une autre bonne femme qui elle m'avait fait croire qu'elle était la nièce du chanteur d'Indochine et puis elle m'a fait croire qu'elle était blessée, tout ça, et puis en fait elle s'est fichue de moi. Donc là, bon, je suis bien content, elle a été condamnée par le tribunal à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Oui. Et ça m'a un peu soulagé. Oui. Parce que les gens, quand ça vous arrive, ils ne reculent devant, mais vraiment, aucune bassesse. Hein. Oui. Tout est possible. Parfois, le livre fait mal parce que vous parlez aussi d'une cagnotte qui est faite, mais qui est pas en fait, voilà. C'est elle qui a organisé cette cagnotte. Elle a pris 780 €. C'est vraiment d'une bassesse. C'est dégueulasse. Et alors, le plus beau de l'histoire, c'est qu'elle a interdiction de prendre contact avec moi. Et le mois dernier, elle m'a envoyé un SMS ou un mail, je sais plus, pour me dire que j'avais fait un article sur Riposte laïque et que je citais nommément son nom. Et qu'elle voulait qu'on supprime l'article. Eh ben. J'ai dit, mais pourquoi pas? Moi, je n'ai rien à cacher. Je supprime rien du tout, c'est tout. Ouais. Alors, donc le livre est construit d'une manière un peu étonnante, c'est qu'à la fois vous parlez du Bataclan, de l'événement lui-même, et puis aussi des luttes qui ont suivi, comme Médine, on en a parlé tout à l'heure. Vous parlez aussi de vos rencontres avec certains politiques, et on l'a évoqué il y a 15 minutes, vers la fin du livre, vous parlez d'une rencontre avec
comment on pourrait appeler ça, quelqu'un qui était dans les forces spéciales, un agent secret? C'était un type qui chapeautait aussi bien la DGSE, la DGSI et les services de l'Élysée. Donc il y avait un très haut poste. Et il a demandé à vous rencontrer, c'est ça? C'est moi qui lui ai demandé. D'accord. Bon, alors vous ne révélez pas son identité, mais ce que vous dites, c'est page 234 pour ceux qui achèteront le livre, est vraiment choquant. C'est qu'en fait, ces attaques auraient pu ne pas avoir lieu parce qu'on avait les noms de tous les terroristes. Son équipe avait déjà signalé qu'ils allaient probablement passer à l'attaque, et notamment au Bataclan, qui avait été menacé des tas de fois. Et ça avait été communiqué au pouvoir de l'époque. Ça a été communiqué à M. Valls. Et M. Valls a refusé de prêter attention à cette liste sous le prétexte que cette liste avait été construite avec les services secrets syriens. Oui. Donc, sous prétexte de lutter contre Bachar el-Assad, il a refusé de regarder cette liste. Résultat, il y a eu 130 morts et 485 blessés. Oui. Ouais, c'est pareil pour Charlie Hebdo. Il y avait aussi pour Charlie Hebdo, c'est encore bien pire que ça, puisque la même personne m'a indiqué qu'ils étaient sur le point d'arrêter les frères Kouachi et qu'ils n'ont pas pu le faire parce que M. Valls avait réquisitionné des gens de ses services pour préparer sa campagne présidentielle. Cet homme-là, vous pensez qu'un jour il sortira de son anonymat ou il craint peut-être pour sa sécurité? Je pense qu'il va sortir de son anonymat le jour du procès du Bataclan. Ah, parce que là, c'est une bombe. Parce que je pense qu'il va venir témoigner. Ouais. J'ai l'impression que le fait de s'exposer, quelque part, le protégerait s'il est sous les projecteurs, parce que c'est vraiment quelque chose que les Français doivent savoir. C'est comme le rapport qu'avait mis en avant, vous savez, Alain Wagner, on en avait parlé il y a longtemps. C'est incroyable. Et personne n'en parle. Personne ne parle de ce truc, alors que ça existe, ça se trouve en 2 clics sur Internet. Je ne me souviens plus exactement du titre, mais je vous le mettrai en description de la vidéo. Il y a vraiment un plan d'islamisation de l'Europe par les pays qui nous envoient de ces immigrés. C'est le traité de Barcelone de 1973 qui a été signé en 73 donc et ratifié en 2000 à Strasbourg. Et tout ça a été accepté par nos dirigeants à l'époque qui ont intégralement trahi le peuple. Absolument, mais personne ne le savait. Moi-même, j'étais même pas au courant de ça. C'est parce que j'ai fait des recherches, parce que évidemment, je me préoccupe de l'islamisation de la France. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Sinon, personne ne le sait. Oui, vraiment. En plus, le rapport explique bien que ces immigrés doivent être acceptés avec leur culture. Ça veut dire aucune assimilation possible, au contraire. Et donc, en fait, finalement, on récolte ce que l'on a semé. C'est ça, absolument. Ce que nos dirigeants des années 70-80 ont semé. C'est pour ça que je dis que on a été trahi par tous les dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, depuis 50 ans, qui ont exercé le pouvoir dans l'État. Ouais. Tous. Intégralement, oui. Quand vous regardez, j'imagine que vous vous intéressez un peu à la politique aussi des autres pays. Est-ce que vous voyez un peu un espoir naître ailleurs, ou vraiment vous avez l'impression que l'Europe est dans de beaux draps? Moi, c'est vraiment... Pour moi, l'Europe, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Les Anglais vont souffler maintenant qu'ils en sont sortis. Ouais. Si vous voulez, on n'est plus dépositaire de nos lois. C'est l'Europe qui régit nos lois. C'est-à-dire que vous ne devez pas refuser des migrants, alors qu'on ne sait plus quoi en faire. Vous ne devez pas autoriser la peine de mort, par exemple. Alors que en France, je suis persuadé que si on faisait un référendum, tout le monde est pour. Enfin, 80% en tout cas, du moins. Le pour gagnerait sans doute. Oui. Il y a plein de choses comme ça pour lesquelles c'est l'Europe qui décide à notre place. Ça devient impossible, si vous voulez. Ouais. Moi, je ne peux plus admettre ça. On est français, on est grand garçon, on peut décider de notre sort sans demander l'avis de l'Europe. Vous voudriez le Frexit, en fait. Tout à fait, oui. Ouais. Parce que là où il y a les gens vont dire oui, d'accord, les Anglais sont sortis de l'Europe, mais au niveau de l'immigration, ils ont maintenu leur politique migratoire. Bon, après, c'est eux qui l'ont voulu. Mais alors à ce moment-là, c'est leur choix. Oui. Et il est hors de question de faire de l'ingérence chez eux. Ouais. Mais alors, dans ces cas-là, puisqu'ils maintiennent leur politique migratoire, il faut surtout annuler les accords du Touquet. Parce que nous, les camps qu'on a à Grande-Sainte et à Calais,
c'est bien dû aux accords du Touquet. Sinon, on les laisse partir comme ils veulent en Angleterre, et puis basta, ils se débrouillent avec. Hein. C'est vrai. C'est vrai que ça remet en question ça, effectivement. Ah bah, bien sûr. Ce qu'on a vu aussi, bon là on est l'année du Covid, hein, on l'a tous subi. D'ailleurs moi j'habite en Roumanie comme vous le savez et ça a été la même chose, on a été confinés. Et moi ce qui m'a choqué c'est que je me suis dit, mettons de côté cette histoire de virus, en fait les frontières elles peuvent être fermées. Bien sûr. En fait en 3 semaines, et moi une image m'a choqué, c'est la Slovénie a carrément mis des pierres entre elle et l'Italie. Et la Belgique aussi. Et je me suis dit, on voit bien que c'est possible. Par contre, nous, on a continué à faire rentrer les migrants. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a des gens qui viennent d'Algérie, qui sont contaminés, qui ne subissent pas de test, qui ne subissent pas la quarantaine, alors que vous avez qu'à avoir un test positif, alors qu'on sait qu'il y a 80%, enfin, non, j'exagère, 40% des tests qui sont inefficaces, eh bien, on va vous confiner. On va vous mettre en quarantaine. Oui. C'est vrai qu'on a vu aussi que la volonté des pays était différente. Les pays d'Europe centrale ont fait attention, ont bloqué leurs frontières. La Pologne, ils ont eu très très peu de cas parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et franchement, on entre en France comme dans un fromage. Hein. Moi qui reviens de l'étranger vers la France en voiture, il n'y a qu'en France où on passe si facilement. On vous interrompt jamais, la douane est inexistante, il n'y en a plus. Vraiment, Mais vous savez, moi j'habite en Belgique. Au moment des attentats, on était soi-disant en état de guerre. Oui. Je rentrais en Belgique, là, je passais la douane 2 fois par jour. J'ai jamais vu un douanier, j'ai jamais vu un policier. J'ai jamais n'importe quoi dans le coffre. Bah oui, j'aurais pu avoir 15 Kalachnikov dans mon coffre, je passais sans problème, quoi. Oui, il y avait un youtubeur un peu provocateur qui avait fait, alors c'était il y a 3-4 ans, mais pareil, je vous mettrai un lien vers la vidéo, qui avait passé la frontière, je crois, entre le Danemark et peut-être la Pologne ou un pays balte, avec un drapeau de Daesh. Bon, c'était un happening. Et il a voulu montrer qu'en fait, il n'y avait aucun contrôle. Parce qu'il est passé, il avait un truc de djihadiste et on ne voyait même pas qu'il passait. Mais c'est même plus grave que ça. Il y a un des djihadistes qui s'était fait retirer son passeport avant l'attentat du Bataclan. Il a réussi à obtenir un autre passeport. Il s'est baladé en Autriche, en Syrie, en Turquie, en Grèce. Il est revenu en France, il est reparti en Belgique. Oui. On lui a jamais rien demandé. Oui, pareil, le tueur, le conducteur du camion fou de Berlin de 2016, il s'est fait gauler en Italie après. Donc il a fait le tour, il s'est amusé, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est Schengen. Ouais, exactement, c'est l'espace Schengen. Avec ce livre, qu'est-ce que vous voulez quelle est votre motivation en fait? Qu'est-ce que vous espérez? Comme je vous le disais tout à l'heure, moi ce que je veux c'est en vendre le plus possible, non pas pour l'argent, parce que encore une fois, je fais don de mes gains à des associations, mais pour que les gens en parlent entre eux et que ça ouvre les yeux des gens pour qu'ils se rendent compte dans quel état la France est et dans quel état on est réellement, et qu'ils sachent tout ce qu'on leur cache et ce qu'on continue à leur cacher, de façon à ce qu'ils soient vigilants et que plus jamais il y ait de tels drames, quoi. Parce que c'est quand même inadmissible. C'est horrible. D'ailleurs, quelques mois après, il y a eu Nice. Il y a eu Nice. Qui était effroyable, des enfants qui se sont fait écraser. Ouais, je sais bien, parce que moi, j'ai eu un coup de fil ce jour-là d'un de mes copains qui habite Nice et qui m'a demandé comment j'avais fait pour retrouver le corps de ma fille, parce que lui, il ne retrouvait pas le corps de sa nièce. Et il a retrouvé le corps de sa nièce qui avait 4 ans, qui a été écrasé par ce camion. Mon Dieu. Terrible. Depuis quelques années, et notamment grâce à Trump et Poutine, l'influence de Daesh a reculé au Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que ça va mettre un petit peu au pas l'islamisme ou... Non. Ça prendra certainement une autre forme. Je crois qu'il faudra vraiment taper au noyau de l'islamisme. Ouais. Je pense que, vous voyez, regardez par exemple au Mali, sans arrêt, on a des jeunes soldats français qui sont exécutés, qui sont morts. On a l'impression que on a peur de mettre le paquet un bon coup pour bien tuer dans l'œuf cette saloperie d'islam, et puis qu'après on soit tranquille, quoi. Moi, j'ai cette impression-là. Ouais. Alors, on les maintient à distance, on fait attention, tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est taper juste au milieu et puis faire éclater tout ça, parce qu'on s'en sort plus. Ça devient invivable. Ouais.
Surtout quand on voit les taux de natalité en fonction des pays, on voit très bien que les pays arabo-musulmans et africains font énormément d'enfants. On se dit comment les politiciens peuvent être aussi irresponsables. Parce que... Il y a un prof à l'université de Lille qui a dit, mais ça fait 10 ans déjà, qu'ils allaient conquérir la France par le ventre de leurs femmes. Ben, ce monsieur, il avait raison. La seule chose, c'est que moi, je trouve que si j'avais été ministre de l'enseignement à cette époque-là, immédiatement, il partait dans un bateau et rentrait chez lui. C'est inadmissible de dire des choses comme ça en France. Ouais. Mais bon, oui, c'est une menace qui est mise à exécution. On ne le fait pas. Ouais. De même que vous avez des imams, notamment un à Brest, qui fait des prêches inadmissibles, et personne ne bouge. Je vais vous dire une chose, les frères Kouachi fréquentaient la mosquée Omar. La mosquée Omar est une mosquée qui se trouve derrière le Bataclan. Bizarrement, cette même mosquée était fréquentée par les frères Abdeslam. C'est une mosquée épouvantable. Vous pouvez y aller faire un tour, moi j'y suis allé. Eh bien, depuis l'attentat de Bataclan, cette mosquée continue de alors que ça a été fonctionner. Un vivier de terroristes. Ouais. Ça continue de fonctionner. Bon, moi, quand j'étais à Tourcoing, il y avait une mosquée, tout le monde savait que c'était un repère de trafic d'armes et de drogue épouvantable. Mais ça continue. On laisse faire. Ouais. Alors pourquoi, pour qui, je comprends pas. D'ailleurs, on s'est rendu compte quelques mois après l'affaire Brandon Tarrant que, alors, il y a complètement au hasard, mais parmi les morts, il y avait des gens qui étaient des musulmans de Nouvelle-Zélande qui étaient en lien avec certains terroristes et même fichés S en France. Donc quoi, c'est vraiment... Mais vous savez, je pense que là, on est arrivé à un point de non-retour. Donc, si on ne prend pas des mesures dans les années qui suivent, là, mais des mesures fortes, quitte à mettre le pays à feu et à sang pendant 6 mois, il faut appeler un chat, la France ne sera plus jamais la France. Alors, moi, il y a un moment qui m'a particulièrement ému dans le livre, je vais vous le dire, comme vous le savez, on en parlait hors champ tout à l'heure, j'ai eu un enfant, depuis la dernière fois que je vous ai vu, j'en attends un autre, j'attends un fils, mais j'ai une fille. Et donc, il y a un moment où je n'ai pas pu retenir mes larmes, c'est quand vous dites que vous payez le forfait téléphonique de Nathalie pour pouvoir écouter sa voix. Ouais, je peux vous le faire entendre, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, oui. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Nathalie. Je ne peux vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible. Merci, au revoir. Donc ce moment-là était vraiment un moment fort. Ça montre vraiment que excusez-moi, je suis ému. Elle est dans vos pensées quotidiennement. Vous savez, je me réveille le matin, je pense à elle. Je me couche le soir, je pense à elle. Hein. Ouais. Et encore dans la journée, enfin, tout dépend de l'endroit où je me trouve. Mais bon, quand je vais au Touquet, par exemple, il y a certains endroits où j'évite. Par exemple, ce fameux marchand de bonbons rue Saint-Jean, là, je sais plus y aller, quoi. Oui, c'est ce passage où en fait vous vous rappelez en fait des moments que vous avez passés avec elle et du coup vous avez du mal à revivre en fait. Chaque fois que vous passez pas loin en fait vous avez le sentiment de revivre un peu ces choses-là, quoi. Comment votre fils, comment il vit ça? Votre engagement et aussi le deuil de... Mon engagement, mon fils le vit pas très bien. Oui. Il dit, papa, reste tranquille, t'as pas besoin de t'attirer les foudres des politiques d'une part et des islamistes d'autre part. Oui. Donc ça, il le vit pas très bien. Quand je lui ai dit que j'avais écrit un livre et qui était publié, il l'a pas très bien accepté apparemment. Ah oui. Mais d'ailleurs, il l'a pas encore lu le livre. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui le trouble? Bah mon fils, il pense pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Oui. Oui. Il a déjà bon, il faut savoir que mon fils a perdu sa maman, il avait 17 ans. Après, il a perdu sa sœur. Bon. Oui. Il a eu du mal à supporter les deux décès, quoi. Bien sûr. Ouais. Je me mets à sa place, hein. Donc maintenant, il voudrait bien être un peu tranquille, quoi. Je comprends. Il a sa femme, il a ses petites filles, il a son boulot.
Et bon, il a envie de vivre une période tranquille et je lui en veux pas, hein, c'est respectable. Hein. Mmh. Oui, lorsque vous voyez, peut-être vous évitez ces sujets-là. On en parle rarement. Ouais. Rarement. Alors, le livre se conclut par une lettre que vous écrivez à votre fille, ouais. à votre fille défunte. Et ce que j'ai trouvé beau, évidemment, la lettre est émouvante, c'est une évidence, mais ce qui la rend authentique, c'est que parfois même, entre guillemets, vous réglez un peu des comptes avec votre fille. Vous dites, par exemple, tu m'en as voulu quand maman est morte, alors que votre femme était morte d'un cancer, vous n'y pouviez rien. Et en fait, ça rend ça plus fort, c'est que finalement, on a le sentiment que c'est ce que vous auriez voulu lui dire. Voilà, si vous l'aviez eu en face à ce moment-là, et c'est vrai que... Vous savez, c'est pas facile d'écrire une lettre à sa fille post-mortem. C'est vrai. Ça a été très dur. Et ce matin, je relisais encore ce passage-là, et j'ai les larmes aux yeux, quoi. C'est pas facile. Oui, parce que en plus, moi, je suis pas d'un naturel très démonstratif. Peut-être que elle a peut-être manqué, notamment après le décès de sa maman. Elle aurait peut-être aimé que je sois un peu plus câlin, je sais pas, ou que je lui dise un peu plus que je l'aimais. Ou... Oui, vous dites, par exemple, vous êtes issu d'une génération... votre grand-père vous disait jamais « je t'aime », mais en fait, il vous aimait. Mais parfois, c'est quand on a besoin de démonstration d'amour, peut-être les femmes ont besoin de plus de démonstration d'amour. Sûrement. Et donc, en plus, moi, chez moi, on était 3 garçons. Ouais. Donc j'ai élevé mes enfants comme moi j'ai été élevé. Je comprends. Ouais. Or, si j'avais eu une fille, peut-être que j'aurais mis... si j'avais une sœur, peut-être j'aurais mis un peu plus d'eau dans mon vin. J'aurais peut-être été moins dur parce que j'ai peut-être été trop dur avec elle. Et bon, alors avec mon fils, il n'y a pas eu de problème. Ça s'est toujours bien passé. Mais bon, avec ma fille, en plus, elle a le même caractère que moi. Donc... toujours un peu vindicative et jusqu'au boutiste. Donc, il y a eu des moments de friction, mais jamais rien de grave. Quoi. Non, comme dans toutes les familles, il y a une dispute, bien sûr. Mais je pense que si j'aurais dû être plus... comment je veux dire, plus câlin, je sais pas, de mettre un peu plus d'eau dans mon vin et prendre plus en compte que c'était pas un garçon, mais que c'était une fille, quoi. Oui, c'est vrai, on le ressent, ça part. Vous dites, on a des passions communes avec mon fils, mais je t'aime pas moins forcément, forcément. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette lettre, moi, elle m'a marqué parce que elle m'a fait prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens qu'on aime parfois, et on le regrette. Ouais. Et c'est ça qui m'a vraiment aimé. Je me suis dit. Et le malheur, c'est qu'on le regrette. Moi, je le regrette trop tard. C'est ça, ou comme les gens qui meurent dans des accidents. On se dit merde, j'aurais voulu dire ça. Les gens se souviennent, on s'est disputé la dernière fois qu'on s'est parlé, et tout ça, c'est des conneries. Et finalement, finir le livre là-dessus lui donne un côté très humain. Et il donne envie d'aimer sa famille. Je sais que c'est un peu hors sujet, mais je trouve que votre livre donne envie de souder les liens familiaux. Ça m'a donné envie d'appeler tous les gens de ma famille que j'appelle pas assez souvent, vous comprenez ? Donc voilà. Quel est l'avenir pour vous, Patrick ? Alors l'avenir pour moi, je sais pas exactement, mais je lutte maintenant contre l'État français qui veut rapatrier les djihadistes qui ont commis des horreurs en Syrie. Et j'ai déposé une plainte d'ailleurs à ce sujet contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Bon, à mon avis, ce sera une plainte qui sera classée sans suite, mais enfin bon, il fallait que je le fasse. Parce que moi, quand j'entends qu'on va rapatrier des gens qui ont tué, égorgé ou traîné avec un 4x4 les dépouilles de soldats syriens et autres dans mon pays, je suis inquiet. Et même si certains me disent « oui, mais dans l'eau, il y a des enfants ». Bah oui, il y a des enfants, mais moi j'ai vu des enfants de 8 à 10 ans égorger des soldats syriens à genoux, revêtus d'un drap orange. Et ben moi, ces gens-là, j'ai pas envie qu'ils fréquentent la même école que mes petits-enfants. Si vous avez vu prendre la parole, vous avez une position audacieuse qui peut-être étonnera certains, dire « mais en fait, c'est pas des gosses, quoi. C'est plus des gosses. Ce sont des monstres. C'est des meurtriers maintenant. Donc moi j'appelle ça des monstres. Ouais. Un gamin de 8 ans qui égorge un adulte,
Pour moi, ce sont des monstres. Oui, peu importe s'ils ont été formés à ça, il se trouve que maintenant leur esprit est détruit en fait par cette... Voilà. Alors il n'y a qu'un crétin comme Nicolas Hénin qui a monté maintenant une société de déradicalisation. Ça fait rire, mais bon, comme si on pouvait déradicaliser un islamiste. Oui. Mais bon, il n'y a que lui qui y croit. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. Bon, maintenant qu'il est plus journaliste, il a trouvé ça comme moyen de subsistance. C'est d'autant plus juteux que il a qu'un seul client, c'est l'État. Il y a que des gens comme ça qui peuvent encore y croire, quoi. Mais bon, il fait croire ça à personne. C'est impossible. Un type qui est radicalisé, il est radicalisé jusqu'au bout. D'autant que même si on pouvait espérer le déradicaliser, on aura toujours la crainte qu'il parle sous la taquia, puisque ces gens-là ont le droit de mentir. Ouais. Donc, comment savoir s'il est déradicalisé ou pas? C'est impossible. C'est impossible, ouais. Donc, moi, je lutte maintenant contre ça, pour essayer d'empêcher que ces gens-là reviennent en France, parce que on a suffisamment de gens, fichés S ou non d'ailleurs, qu'on doit surveiller nuit et jour, parce qu'ils sont prêts à passer à l'acte à n'importe quel moment. Et on voudrait en faire revenir encore plus, mais on est cinglés. C'est de la folie. Hein. On est complètement cinglés. On donne un bâton pour se faire battre. Vous savez, il y a des gens qui sont astreints à résidence et qui doivent pointer 2 fois au commissariat parce qu'ils sont considérés comme très dangereux. Oui. Ces gens-là doivent pointer le matin et l'après-midi, avant 18h. Mais après 18h, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Moi, j'ai une peur bleue. J'ai peur bleue que ça recommence. Ouais. Et j'estime qu'on ne prend pas les mesures suffisantes pour apporter la sécurité aux Français. Sécurité qui est d'ailleurs un droit régalien que l'État nous doit. C'est vrai. L'État doit la sécurité aux citoyens. Voilà, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, l'État est défaillant. Bah, il préfère la nier, l'insécurité, donc c'est plus simple. Hein, oui, non, mais bon, bien sûr. Enfin, bon, il y a quand même des morts qui sont là, il y a quand même des victimes. Vous savez, à chaque fois, moi, je sais, quand il y a quelqu'un qui est tué par un islamiste, je me dis, mais sa famille, qu'est-ce qu'elle va devenir? J'ai toujours, par exemple, vous voyez, j'ai toujours en mémoire ce couple de personnes du centre de la France qui ont perdu leurs 2 seules filles. Alors qu'ils avaient vendu leur charcuterie, ils se préparaient à passer une bonne retraite. Et ben maintenant, quel est leur objectif quel est le sens de leur vie à ces gens? C'est vrai, c'est inadmissible. Quoi. Et ce qui me tue, c'est qu'il y en a tellement de morts horribles, c'est qu'on les oublie. Et tout ça, chaque année s'enchaîne et en fait, on finit par les oublier. Ah, moi, j'oublie pas vous facilement. Vous les oubliez pas, mais je veux dire, le commun des mortels oublie ça et les médias ne le rappellent pas. Par exemple, est-ce qu'on fait des émissions en hommage aux 2 jeunes femmes qui ont été tuées à Marseille-Saint-Charles? Alors là, je veux dire, c'est abominable. Je ne comprends pas que c'est pu se produire, ça, parce que tout le monde sait que devant une gare, et en fortiori à Marseille, un dimanche après-midi, ça devait grouiller de monde. Il n'y a pas un seul Français qui a sauté sur cette espèce de saloperie. Pas un. C'est vrai, quand je vous ai lu, je me suis demandé aussi, après, peut-être c'est tellement rapide. Moi, je vais vous dire, si j'avais été là, j'aurais peut-être pris un coup de couteau et je serais peut-être pas là pour vous en parler. Mais c'est sûr que le mec, je lui ai sauté dessus. Il est certain que même quand on est désarmé face à un homme qui a un couteau, s'il y a 10 hommes qui se pointent vers lui, on arrive à le neutraliser. Bah, bien sûr. Puis je vais vous dire, ce qui fait les islamistes, ce sont des couards et des peureux. Ils sont capables de rentrer dans une salle de spectacle armés jusqu'aux dents quand les autres ne le sont pas. Ils sont capables de vous attaquer à 10 quand vous êtes seul. Mais le jour où c'est l'inverse, et que vous êtes à 10 et qu'eux, ils sont seuls, je peux vous dire qu'il est vite calmé. Parce que ce sont des peureux. Ils sont tous comme ça. Ouais. La seule explication, c'est le choc face à l'abomination en fait, du sang qui gicle, des choses horribles, des détails horribles. Oui, bien sûr, mais bon, vous vous rendez compte, il a eu le temps de tuer 2 jeunes filles. 2 étudiantes en médecine. Pour le coup, des vraies chances pour la France. Bien sûr. Des vraies chances pour la France. Et à chaque fois que je revois leurs photos, je me dis, mais quelle horreur. C'est une catastrophe. Moi, je connais pas les parents de ces jeunes filles, mais je me doute qu'ils doivent être... Leur vie est entachée, c'est obligatoire. Moi. Bah, oui. Il me reste un fils, mais si vous voulez, un enfant ne peut pas cacher l'autre. Je suis content d'avoir mon fils, je suis heureux de l'avoir, je l'adore mon fils, mais ça n'empêche qu'il remplacera jamais ma fille. Bien sûr, ouais, vous aimez vos enfants d'une égale manière. Bien sûr. Claude Askolovitch a dit à votre propos,
que vous étiez émouvant de haine. Ce qui m'a mis la haine, personnellement. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Qu'est-ce que vous pensez de ce mec? De Claude Askolovitch, alors je vais vous dire, moi je le connaissais pas initialement. Ouais. Je ne le connaissais que par les émissions qu'il faisait le soir sur RTL. Et je pensais, bien que je m'étais rendu compte qu'il avait des idées très fortement marquées à gauche, que c'était quand même une pointure en niveau journaliste. Ouais. Je me suis rendu compte que ce mec est un nain. Il a fait un article sur moi sans prendre contact avec moi, à la vue d'un article fait par les deux journaleuses du Monde qui m'ont écrit un article épouvantable. Et il a fait que recopier. Ouais. Bon, et en plus, il a fait une pâle copie. Bon. Il en est résulté que sur son compte Twitter, il a eu des menaces, et même des menaces envers ses enfants. Ah, ouais. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi, pour le coup, à retrouver mon numéro de téléphone, je ne sais pas où, et il m'a appelé. Et puis il me dit, faut que vous retiriez votre tweet. Attendez, mais il a qu'à retirer son émission. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, vous me demandez à moi de retirer mon tweet, alors que vous avez fait un article pourri sur moi. Je dis, c'est le monde à l'envers. Ouais, mais il dit, vous comprenez, je reçois des menaces, et même des menaces envers mes enfants. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter qu'on menace ses enfants. Donc, j'ai retiré mon tweet. Bah, vous êtes... Ouais. Et il m'a remercié, et puis il me dit, est-ce que vous permettez que je fasse un article sur vous, sur Slate? Ouais. Bah, je dis oui, si vous voulez, mais je dis, là, on va inverser les rôles, c'est-à-dire qu'avant de faire publier l'article, vous me l'envoyez, et je vous donne mon feu vert ou pas. Paraît-il que, suite à une erreur, l'article a été publié sans me l'envoyer. Ah là 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 là. Bon, alors, je veux bien lui en donner le crédit, mais j'y crois pas beaucoup. Et du coup, il m'a donné un droit de réponse. Parce que, dans son article, moi, il m'éborgnait pas trop. Par contre, tous les gens qui me soutenaient, il les faisait passer pour des cons. Ouais, ouais. Donc, j'ai voulu rétablir En gros, vous êtes un homme sain, mais vous êtes entouré des plus gros fachos de la Terre. Voilà, c'est ça. Donc, bon, et puis ça, on en est resté là. D'accord. Ouais, Patrick, pour terminer, je vous laisse le mot de la fin. Je rappelle donc que vous avez écrit un livre en hommage à votre fille, mais pas seulement. C'est un livre, en fait, qui répertorie en fait l'ensemble de votre militantisme, de votre combat depuis le 13 novembre 2015 contre l'islamisation de la France. Qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer? Je voudrais dire que tous les gens qui lisent ce livre puissent prêcher la bonne parole entre nous à d'autres, et puis qui prennent bien conscience de l'état dans lequel, depuis 50 ans, nos politiques, tous bords confondus, ont mis notre beau pays. Parce que là, si on ne prend pas des mesures efficaces, rapides, je pense qu'on va vers une grosse catastrophe. Vous savez, j'ai un ami qui a été casque bleu au Kosovo. Il m'a dit, Patrick, une guerre civile, il n'y a rien de pire. Il dit, j'ai vu des choses horribles. Et je voudrais éviter que ça se passe en France. Par contre, je pense que si jamais nos politiques ne prennent pas des décisions fortes et rapides, je pense qu'on va subir la même chose en France. Très bien, Patrick, je vous remercie. Merci pour votre combat, merci pour votre abnégation, votre travail de résistance. Voilà, j'espère vraiment recevoir à nouveau, mais quelque part, j'aimerais ne plus vous recevoir et qu'on gagne ce combat. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi. Voilà, en tout cas, merci encore. Donc voilà, vous pouvez... je vous invite vraiment à lire ce livre qui met en colère et qui parfois bouleverse et qui, je trouve, est un bon livre à offrir à des gens qui ne veulent pas mettre le nez dans la politique. Et ce livre vous met le nez dans la merde et parfois, c'est nécessaire. Voilà. Bien sûr. Merci à tous et à bientôt. Merci.